Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Mais oui, c'est toujours l'été. On est ravis de vous accompagner ce soir sur Sud Radio. Bon jeudi, belle journée. Nous sommes le 21 août. Certains ont pris froid, vous venez de l'entendre, c'est normal. Ils utilisent un peu trop la clim par moment. Ça arrive. Les trois vraies voix du jour qui sont avec nous débattront de l'actualité. Je vous les présente tout de suite. Nous sommes avec Samuel Botton. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va et vous ? Mais écoutez, ça va très bien. Toujours quand je vous vois. Je suis content que vous reveniez. Mais avec grand plaisir. Et puis en plus, très beau plateau. Très beau plateau ? Oui. Vous dites ça pour qui ? Pour mes deux confrères du soir. Très bien. Je les ai de côté pour des raisons évidentes. Évidentes. Mais bien je sûr. suis à peu près sûr que la confrontation sera au rendez-vous. Mais écoutez, on va voir qui vous préférez. En tout cas, c'est deux styles différents, deux physiques différents aussi. Vous aurez du mal à les confondre, mais ce sera intéressant. Je rappelle quand même, Samuel Botton, que vous êtes expert en communication chez Step Conseil. En face de vous, il y a notamment Philippe Bouriaki, que vous reconnaissez. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Avec un petit clin d'œil. Il vous a fait un clin d'œil. C'est vous qui l'entendez. Maintenant, vous le saurez. Il est conseiller municipal d'Orly, conseiller régional en Ile-de-France et co-porte-parole de l'écologie au centre. Et puis, on est avec Mathieu Hoc également. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Jean-Marie. J'ai tellement l'habitude de vous dire bonjour d'habitude parce qu'on a eu l'habitude de se voir dans les matinales du week-end. Là, vous venez le soir. Vous avez raison, c'est l'été en même temps. Vous êtes secrétaire général du think tank Le Millénaire, think tank plutôt classé à droite. Exactement. On est d'accord. Vous allez être rejoint par un invité, même quelqu'un qui est chez lui, c'est presque lui qui nous invite d'ailleurs. C'est Christophe, au 0826 300 300, notre vraie voix du soir. Christophe, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. D'où vous êtes, mon cher Christophe, tiens, en ce moment ? Sur le Val d'Oise. Sur le Val d'Oise, bah écoutez, ça tombe très bien, parce que justement, on est ravis d'en parler. Vous êtes par ailleurs ancien gendarme. Vous allez notamment revenir sur notre premier grand débat. Un député, le député insoumis Aurélien Taché, a dit « La police tue », je le cite, hein, « La police tue ». Partout, dans le Val d'Oise et aussi dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi. Ce député a tenu ses propos ont choqué beaucoup d'hommes politiques, mais pas seulement. Ils ont choqué aussi le préfet du Val d'Oise qui a porté plainte contre lui. Il sera ce soir avec nous dans Les Vraies Voix. Il aurait pu être ce soir avec nous dans Les Vraies Voix à 17h30. On en débattra quoi qu'il en soit tout à l'heure. On va aussi revenir sur un autre débat. Ça concerne l'information de l'après-midi. L'information de l'après-midi, c'est quoi ? C'est l'accord de libre-échange, ou plutôt l'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. On sait de combien seront taxés les produits pharmaceutiques et les automobiles. 15%, c'est le chiffre. On va se poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Voilà, entre autres, pour les actualités. Mais avant ça, mon cher Christophe, on va revenir aussi sur ce qui vous inquiète. Et ce qui vous inquiète, c'est l'insécurité dans les rues. Vous, l'ancien gendarme, vous dites que rien ne va. Non, rien ne va, c'est constaté par tous les citoyens. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas prendre des transports en commun sans trembler. On ne peut pas rentrer à 2h du matin, surtout quand on est une femme, toute seule chez elle, en marchant dans la rue. Bien évidemment, tout ça, ce sont des constatations quotidiennes. Donc rien ne va plus. On donne des coups de couteau pour un vol de portable. Et il y a des points de deal qu'on ne peut pas démonter. Et puis, voilà, c'est une insécurité constante. De toute façon, tous les gens qui viennent de province ou de l'étranger qui prennent le métro à Paris ont des commentaires très durs là-dessus. Ils se disent, mais où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Comment vous le... Alors, qu'est-ce qui a pu changer ? Vous étiez gendarme jusqu'à il y a combien de temps ? Vous avez pris votre retraite quand ? J'ai fait une première carrière en gendarmerie. Je suis challengé dans le privé, donc je suis parti à 21 ans de service, mais j'ai immédiatement signé en réserve opérationnelle. Donc je suis toujours gendarme aujourd'hui, je me considère toujours comme gendarme aujourd'hui. Donc j'en parle à la fois comme citoyen, je fais bien la part des choses, et comme gendarme. Alors comme gendarme, si vous voulez, la constatation, elle est facile, puisque dans toutes mes missions encore aujourd'hui exercées dans le Val d'Oise en particulier, ce sont des constatations terribles. C'est-à-dire que toutes les villes de banlieue parisienne, par quelques exceptions, sur des villes considérées comme épargnées, comme je cite le Valois, Neuilly et encore, sont gangrénées par cette délinquance du quotidien, qui sont des jeunes entre 12, 13 ans jusqu'à 18, 19, et puis même... Et qui vous écoutent pas quand vous leur dites, quand vous arrivez par exemple, tiens, je sais pas, donnez-moi une anecdote... Une anecdote, c'est facile. Il y a des zones dites de non-lieu, mais de non-droit, vous voulez dire ? Ouais, non-droit.
Et nous, on y va quand même. Mais donc et ça se passe comment alors pour vous? Eh ben, il y a deux choses. C'est soit on passe et on considère que c'est de la provocation, soit on va au contact. Et là, ça peut bien se passer, mal se passer. Si on va au contact et que ça se passe mal, c'est comme si on regagnait une partie de terrain. Sauf que dès que vous repartez, il est reperdu, c'est ça? Sauf que dès que vous repartez, il est reperdu. Ouais, il est reperdu, oui et non. À partir du moment où, comme on dit dans le langage gendarmerie qu'aux policiers, de montrer du bleu, quelquefois, ça assainit au moins pour un temps. Donc, si vous voulez, si sur une semaine, vous sécurisez une zone, un endroit d'une banlieue quelconque, en général, ça calme le jeu. Mais ça peut durer entre 1 mois, 6 mois. Et après, oui, ça revient. C'est comme les points de deal. Qu'est-ce que vous répondez, Philippe Bouriaki? Vous êtes vous-même élu à Orly, il doit y avoir des quartiers compliqués par endroit. Comment ça se passe? Ça se passe pas trop bien si on délaisse et qu'on laisse le terrain à ceux qui sont les ennemis de la République, qui sont les ennemis de l'intérieur, qui sont les ennemis de notre ville, de nos cités, de nos quartiers, de nos campagnes. Mais je crois qu'il faut quand même regarder quelque chose d'un autre aspect. Alors moi je vais avoir l'air d'un vieux con en disant ça, en disant à mon époque, il y avait une autorité parentale. C'est-à-dire que si tu bougeais une oreille, tu te faisais fracasser. Je dis pas que c'est la solution. Non, c'est interdit en plus aujourd'hui. Oui, mais attendez. Ça aide. C'est interdit. Vous savez, les grands penseurs Dolto, etc. Quand vous faites emmerder du matin au soir dans votre quartier, si vous savez que les grands frères vont vous tirer les oreilles, votre mère va vous en mettre une couche, et au final, au commissariat, vous allez prendre une autre branlée, ça va en dissuader déjà 95%. Oui, alors, je dis pas que c'est la solution. Mais le constat aujourd'hui, c'est que quand il y avait une autorité parentale, il y avait moins de problèmes. Aujourd'hui, il y a plus d'autorité parentale, il y a des problèmes à foison et ça commence à partir de 10, 11, 12 ans. Donc, il y a peut-être une cause à effet et à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Quand tu peux mettre juste une baffe à ton môme et se retrouver derrière les barreaux, bah, tu laisses ton môme se débrouiller et après on vient te voir, on dit, mais monsieur, vous êtes responsable de votre enfant, vous finissez aussi derrière les barreaux. C'est quoi la solution pour les parents? Alors, on va repréciser aussi les termes. C'est vrai, je peux comprendre qu'on débatte de tout. Après, on est sur Sud Radio, on peut débattre de tout. Juste, le but a jamais été que quoi qu'on ait fait, quand on va au commissariat, je cite votre mot, on prenne une branlée, comme vous l'avez dit, par exemple. Et ça, d'ailleurs, c'est interdit. Je pense que tu faisais tirer les oreilles par les gendarmes ou les policiers. Tu venais te plaindre chez toi, ton frère il te mettait la même, tu plaignais à ta mère, je prenais la même. Ah non, mais sérieusement, moi j'avais la peur du bleu parce que je me dis, je vais me faire fracasser par les parents. Toujours ça. C'est-à-dire aujourd'hui, l'autorité parentale. Je rejoins sur beaucoup de choses que vous avez dit. Vous avez un constat en tant qu'élu. Il n'y a aucun souci, vous avez raison sur certains points. Sur la question de l'autorité parentale, elle n'a pas disparu comme ça du jour au lendemain. Et après, sur notre auditeur en particulier, je pense que vous mélangez beaucoup de débats. J'ai entendu très peu de chiffres, alors je vais vous en donner quelques-uns qui viennent de l'Assemblée nationale sur le comparatif des violences en France entre 2023 et 2024. Les chiffres sont en baisse. Et même si vous voulez qu'on remonte plus loin aux années 80, la criminalité est moins élevée en France aujourd'hui que ce qu'elle était dans le passé. Il y a un travail qui est fait, il y a plus de caisses de résonance, il y a plus de débats, il y a des réseaux sociaux. Alors c'est un vrai débat, mais justement on va laisser Christophe répondre aussi, qu'on soit d'accord ou pas, parce que Christophe, vous êtes toujours avec nous, hein, on est d'accord. Ah oui, alors, vous allez répondre. Oui, je suis extrêmement surpris de ce que vous venez de dire. Parce que pour avoir fait une première carrière, comme je vous le disais, et une seconde carrière, donc plutôt une carrière en province, et ensuite une carrière en réserve opérationnelle sur l'Île-de-France, c'est pas du tout ce qu'on constate sur le terrain. C'est-à-dire que c'est de pire en pire. Donc je suis assez étonné de ce que... Ça c'est un point, c'est la mexicanisation de la violence qui s'est intégrée chez les jeunes et qui commence à émerger. Mais c'est un point totalement différent de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la criminalité soit en baisse, c'est une chose. Que la violence s'exprime différemment à certains égards chez la jeunesse ou même chez la criminalité de haut niveau. On a déjà eu ce débat sur Sud Radio. Les caïds d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qu'hier et ça je pense que vous pouvez en témoigner. Mais il faut vraiment faire la part des choses et prendre le bon point de vue sur chaque question. On ne peut pas tout mettre dans un sac et dire voilà c'est comme ça s'est empiré. C'est pas forcément vrai. Bon, on a le droit de pas être d'accord ou de pas avoir le même ressenti. Après, c'est vrai que c'est aussi Christophe qui est sur le terrain quand il va. Et ça, il faut bien le reconnaître. On a de la chance d'en parler depuis le studio sans caricature. Mathieu. Non, moi, il y a un indicateur quand même qui est en augmentation depuis les années 90 et ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Christophe. C'est la statistique de coups et blessures volontaires. La statistique de coups et blessures volontaires, donc ce sont les agressions physiques qui sont faites sur les personnes. Depuis le milieu des années 90, cette statistique-là a augmenté de quasiment 400%. Donc,
les agressions aux personnes. C'est ce qu'il y a de plus haut, on va dire, dans l'échelle des violences dites quotidiennes. On se dit normalement, quand on a une augmentation aussi importante de l'insécurité, les peines, notamment les peines de prison, puisque c'est de ça dont il s'agit lorsqu'il y a une agression physique en règle générale, les peines de prison auraient dû suivre cette tendance statistique. Or, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis plus de 30 ans? Les peines de prison ont augmenté de 30%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une augmentation de la violence dans la société, contrairement à ce que vous venez de dire, en tout cas sur les violences faites aux personnes, et pour autant, les peines de prison ont suivi 10 fois moins vite l'augmentation de la violence. Que s'est-il donc passé? On a installé de fait une culture d'impunité. Or, le problématique, c'est que la culture d'impunité crée de la récidive, et c'est pour cela aujourd'hui que vous avez des jeunes qui s'adonnent des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui s'adonnent à de la violence sur les personnes, mais également aussi, moi, ce que je veux entendre de ce que dit Christophe, c'est toutes les incivilités. Ouais. Tout ce qui vous pourrit la vie au quotidien, ça fait partie aussi de la délinquance, de l'insécurité. C'est des gens qui mettent les pieds sur les sièges dans les transports en commun. C'est des gens qui crachent dans la rue. C'est des gens qui stationnent et qui mettent la musique forte, etc. Tout ça, justement, question d'ailleurs, ça crée un climat d'insécurité également aussi. En tout cas, et un climat hostile. Christophe, ce genre de petites incivilités qui sont, on est d'accord, sans commune mesure avec la gravité des autres actes qu'on a cités. Qu'est-ce que vous faites, vous, gendarme, quand vous voyez ça, par exemple? Est-ce que vous dites, je sais pas, retire tes pieds de la table, arrête de cracher ou autre chose, ou est-ce que vous avez d'autres priorités? Je pourrais le comprendre. Non, mais bien évidemment qu'au cours de nos services, si on fait face à ce type de petites incivilités, on réagit. Si on baissait les yeux et qu'on passait à côté, ce serait pas normal. Bien sûr, on est là pour traiter d'autres choses plus graves. Mais ça commence comme ça. Ça commence comme ça. C'est-à-dire le gamin qui a 12-14 ans, qui a l'abandon de sa famille, dont les parents ont complètement démissionné, et qui un jour, pour voler le portable de votre fils ou de votre fille, qui sort dans la ville ou qui veut sortir, aller boire un verre avec ses copains, et se prendra un coup de couteau pour son portable. Voilà comment ça se termine, cette petite incivilités. Mais même si c'est pas le même qui a donné le coup de couteau à la fin que celui qui a commencé les petites incivilités, mais je vois ce que vous voulez dire. Restez avec nous, Christophe, on est très content de vous avoir avec nous sur Sud Radio au 0826 300 300. À suivre, je le rappelle, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Majid Deimat. Et puis pensez à notre question du jour. La police tue partout, c'est ce qu'a dit le député Aurélien Taché. Est-ce que ça vous choque, ces propos? Votez sur Twitter, appelez-nous 0826 300 300. À tout de suite. Il est 17h20 précisément sur Sud Radio avec vos 3 vraies voix. Samuel Botton qui est avec nous, Mathieu Hoc et Philippe Bourriaki. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Avec Majid Deimat, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont donc éboulement, narcotrafic et quand même pour se remonter le moral à la fin de tout ça, chocolat. Et oui, éboulement, car un homme et une femme âgés d'une vingtaine d'années sont morts hier soir dans une voiture heurtée par un bloc rocheux près de Chamonix. Lutte contre le trafic de drogue, Bruno Retailleau est attendu aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe. Et enfin, il est 19h, pour certains c'est encore l'heure du goûter. Paul Vinel nous parlera de chocolat à consommer avec modération à cause justement de présence de métaux lourds. Ouais, dites-moi, vous dites il est 19h, vous êtes pressé de finir ou quoi? Non, il est 17h20 mon cher Majid. C'est vrai. Les vraies voix Sud Radio. Mais malheureusement, on vient quand même à cette actualité aussi dramatique que spectaculaire. Ça s'est passé en Haute-Savoie. C'était hier soir précisément, un bloc de roche qui se détache de sa paroi et qui tombe sur une voiture à bord de laquelle se trouvaient 4 vacanciers. Et oui, ce bloc de roche a provoqué la mort de 2 jeunes d'une vingtaine d'années. Un fils et sa petite amie ont été tués. Le conducteur et sa passagère, tous deux âgés de 54 ans, ont été blessés et hospitalisés à Annecy et Salanches. La famille venait de visiter le parc animalier de Merlet et était originaire de la Somme. 36 sapeurs-pompiers et une vingtaine de policiers ont sécurisé la zone. La circulation a été fortement perturbée, mais l'ARN 205, du coup la route, reste partiellement fermée pour une dizaine de jours, le temps des opérations de sécurisation. La ministre Aurore Berger s'est rendue sur place. On l'écoute au micro de nos confrères de BFM TV. J'étais en déplacement en Haute-Savoie, ça me paraissait évidemment indispensable de venir ici pour saluer les femmes et les hommes qui ont été engagés hier après-midi et jusque tard hier soir pour venir porter assistance et secours malheureusement à des hommes et des femmes qui ont été en urgence vitale. Nous avons eu affaire à 2 décès, notamment le décès d'ailleurs d'un sapeur-pompier, qui était un sapeur-pompier volontaire d'un autre département. Et je tiens évidemment à adresser mes sincères condoléances à sa famille.
C'est un accident spectaculaire qui en rappelle un autre qui aurait pu se produire il y a plusieurs mois. C'était arrivé dans une route de Savoie. Cette fois-ci, un gros éboulement qui l'avait paralysé pendant plusieurs jours. Sauf que à cette époque-là, par chance, il n'y avait pas eu de victime. Là, c'est une malchance épouvantable. Et oui, selon des experts, la combinaison récente de canicule et de pluie pourrait expliquer cet éboulement. Le parquet de Bonneville a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Évidemment. Deuxième mot, pas beaucoup plus joyeux d'ailleurs, même si ça se passe à l'autre bout de la planète, c'est le mot narcotrafic. Bruno Retailleau, en mission aux Antilles. Et oui, le ministre de l'Intérieur se rend cette semaine en Martinique et en Guadeloupe pour 3 jours, centré sur la lutte contre le narcotrafic et la sécurité. Au programme, aujourd'hui, il débute à Fort-de-France par une réunion sur les trafics illicites et une opération de surveillance maritime. Vendredi, il signera avec la collectivité territoriale de Martinique l'installation de 2 scanners à l'aéroport pour renforcer la détection des stupéfiants. Et enfin, samedi, il ira du côté de la Guadeloupe. Il participera à un contrôle à 100% à l'aéroport et rencontrera les autorités locales pour faire le point sur une criminalité jugée hors norme. En dehors de la norme, en tout cas de l'Hexagone, c'est-à-dire de la métropole où effectivement on a des phénomènes qui parfois prennent une ampleur tout à fait démesurée dans les 2 départements. C'est clair. À ce sujet, justement, les chiffres sont alarmants. 33 homicides en 2024 en Guadeloupe, 29 en Martinique, ce qui place les Antilles parmi les territoires les plus touchés de France. Des chiffres tout aussi absurdes en narcotrafic sur ces îles. Plus de la moitié des 54 tonnes de cocaïne saisies en France en 2023 proviennent de Martinique. Oui, effectivement, ce qui peut s'expliquer aussi pour des raisons géographiques, c'est-à-dire que la production de cocaïne est plus proche des Antilles que du reste de l'Hexagone. On termine enfin par une friandise, mais une vraie pour le coup, avec le 3e mot du jour, le mot chocolat. Une enquête de l'UFC Que Choisir dénonce, donc même là vous m'en montez pas le moral en fait. Tenez-vous bien, je voulais parler de gourmandise, je recommence. Une enquête de Que Choisir dénonce la présence d'une substance nocive dans le chocolat. Ah, c'est bien triste. Ben oui, c'est frustrant surtout. C'est clair. Et oui, Jean-Marie, il s'agit d'un métal lourd, le cadmium. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir à Magid, bonsoir à tous. Il serait particulièrement présent dans le chocolat bio et cela inquiète les experts de santé publique. Je mange la tablette Bonka et je sens quelque chose qui n'est pas du chocolat. Et c'est une nouvelle substance dont il faut se méfier bien évidemment. Que Choisir dévoile aujourd'hui une enquête sur un élément qui s'inscrit parmi les métaux lourds. Il est nommé le cadmium comme vous l'avez dit et il serait particulièrement présent dans le chocolat, surtout si celui-ci est bio. En cause, la provenance de certaines fèves de cacao bio récoltées en Amérique latine ou dans certaines zones de production, les sols naturellement riches en cadmium. Une tare pour ce produit dégusté en moyenne à raison de 6,4 kg par an et par habitant en France. Alors si cette substance inquiète autant les experts, c'est parce qu'elle est suspectée de jouer un rôle dans l'accroissement majeur et préoccupant de l'incidence du cancer du pancréas. Le gouvernement travaille sur un texte pour limiter le taux de cadmium dans les sols, 20 mg par kilogramme contre 90 aujourd'hui. L'exécutif veut aller vite et espère mettre en application le décret avant la fin de l'année. Bon, vous êtes vraiment 2 escrocs tous les deux. Vous m'avez vendu le goûter pour 19h. Vous arrivez, mais vous savez quoi, je vais manger du chocolat puisque même le bio, c'est pas possible, je vais en manger à l'acétamiprid. Par exemple, ça sera bien fait pour vous. Non mais c'est quand même terrible, on peut plus rien manger sans qu'on nous dise qu'il y a une cochonnerie dedans. Samuel Botton. Et encore moins sur le chocolat bio. Ben oui. Du coup, j'ai une question pour Paul. Est-ce que le chocolat blanc est concerné? Parce que c'est pas vraiment du chocolat, quoi. J'ai pas vraiment Alors, il se contente de le manger, hein. Lui, c'est pas un expert non plus. Non, c'est meilleur, mais moins c'est plus gras, c'est plus sucré. Non, oui, donc en gros, celui qui est pas toxique, il est trop gras, c'est ça que vous me dites? En plus, ils veulent tous me mettre au régime. Sur les normes bio, finalement, on n'y arrive pas. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, du chocolat bio, métaux lourds, ça doit nous interroger. Je crois qu'on a eu un PLE qui a été retoqué il y a pas longtemps, justement, sur la question d'agriculture. Je crois que le cacao ou les noisettes, étaient concernés à ce moment-là. Bon, voilà, on a encore un vrai travail à faire de ce point de vue-là et l'agriculture n'est pas sortie de l'auberge. Oh, écoutez, très bien, mais moi j'en mangerai quand même, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous la croquez ou pas la tablette, vous, Philippe Aurillac? Non, je la croque, mais je la dévore, mais du coup, bio, c'est un complot contre les écolos, ça. Ouais, je vois pas trop d'alternative. Allez, vous savez quoi? Pas de psychose quand même. C'est une enquête du FC Que Choisir. Si vous voulez peser le vrai du faux, vous faire une idée, d'abord, lisez le magazine, c'est un magazine qui est passionnant, avec toujours d'excellentes enquêtes. Et puis ensuite, je sais pas, allez voir un chocolatier quand même. Avec un peu de chance, on s'en sortira bien, Mathieu. Et il vous expliquera que c'est pas si grave que ça, finalement. Espérons. Ça doit être ça, parce que franchement, depuis le temps qu'on en mange, j'ai pas vu non plus d'Amérique du Sud. On parle pas du chocolat d'Afrique.
Bien sûr. Quoi qu'il en soit, restez avec nous, 17h27. On a essayé de se remonter le moral, ils nous ont servi du métal lourd. Quoi qu'il en soit, on va parler aussi de l'actualité qui, elle, nous plombe le moral. Ce sont les polémiques habituelles en France, de plus en plus habituelles. On va parler des propos de ce député Aurélien Taché, député insoumis. Je le cite, la police tue partout. Est-ce que ces propos vous choquent? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300, on en débat dans un instant. Et je le répète, tout le monde, quoi qu'il arrive, a la parole sur Sud Radio, même si on s'engueule, même si on n'est pas d'accord. Prenez la parole, que vous soyez policier, que vous habitiez, où que vous habitiez d'ailleurs, quoi que vous pensiez. On va en débattre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Là, vous entendez? Et comme c'est la rentrée et le roi Merlin, hop, papier, crayon, vous êtes prêts à démarrer du bon pied. Et maintenant, là, quand je dis que jusqu'au 9 septembre, vous pouvez profiter de plein de bons plans pour tout ranger dans la maison, là, forcément, vous notez, commencez par ranger. Ah, c'est trop bête, j'aurais dû y penser. Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Voir produits concernés sur leroimerlin.fr. Ikea. Alors, cette nuit avec lui, raconte. Oh, c'était incroyable, il est vraiment parfait. Et niveau prix? Pas cher du tout. Il est temps de bien dormir. Jusqu'au 30 septembre, profitez d'au moins 15% sur tous les cadres de l'Imalm, hors tiroir, avec la carte gratuite Ikea Family. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Sud Radio Monaco. 97.9. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Jean-Marie Bordry. Vous êtes bien sur Sud Radio et on est ravis que vous nous rejoigniez si c'est le cas. Il est 17h31. C'est les vraies voix avec vos 3 vraies voix du jour. Samuel Botton, Mathieu Hoc et Philippe Bourriaki. On est aussi avec Christophe, la vraie voix du soir, qui est ancien gendarme et réserviste au 0826 300 300. Tout de suite notre débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On revient sur les propos du député insoumis du Val d'Oise, Aurélien Taché. Je le cite, la police tue, c'était sur Twitter. La police tue partout. Fin de citation. Ces propos vous choquent-ils? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300, on est là pour en débattre. Sachez qu'Aurélien Taché était notre invité. D'ailleurs, il avait accepté l'invitation pour venir justifier ses propos. Il les maintient, il faut le savoir. Et que finalement, en apprenant le nom de nos 3 chroniqueurs autour de la table, il a fini par annuler son intervention au tout début de l'émission, ce qui est particulièrement courageux de sa part. Alors, je sais pas de qui il avait le plus peur. J'ai peut-être une petite idée, j'en sais rien, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que malgré tout, on en débatte, qu'on parle aussi de ce débat, le rapport entre certains élus, et pas seulement d'ailleurs, beaucoup de Français avec leurs forces de l'ordre, qu'ils soient gendarmes ou policiers. Vous avez aussi besoin d'un petit peu de contexte, quoi qu'il arrive, pour que vous puissiez comprendre d'où viennent ces propos. Donc je le redis, il a tweeté Aurélien Taché, je le cite, la police tue partout, dans le Val d'Oise où je suis élu, comme dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi. Il évoquait aussi, je cite, Gabriel et sa famille, ceux qui se battent pour sa mémoire. C'est un message qui fait suite à l'organisation d'une marche blanche. Ça aura lieu le 19 septembre prochain à Auger, c'est dans les Deux-Sèvres. Une manifestation organisée à la suite de la mort en mai dernier d'un homme de 33 ans, tué par un gendarme qui s'était senti menacé lorsqu'il intervenait pour un tapage nocturne. D'abord, je voudrais qu'on donne la parole à Christophe. On va pas revenir sur l'annulation d'Aurélien Taché, ça sert à rien. C'est pas grave. En revanche, Christophe, le gendarme que vous êtes, j'ai besoin que vous nous disiez comment vous réagissez à de tels propos et comment vous réagissez aussi au fait que le préfet du Val d'Oise ait pu porter plainte contre le député pour ses propos. Écoutez, déjà, mettre en cause la police en la qualifiant de tueur n'est pas un propos à la hauteur de la responsabilité d'un député. Bon, ça, c'est acté. En plus, le contexte, on le connaît, il est extrêmement compliqué sur le terrain. Et je pense que ça a pas lieu d'être. Après, fait porte plainte, oui, je dirais que c'est son rôle. Aurélien Taché a mentionné le Val d'Oise, il est député du Val d'Oise. Écoutez, il fait son job, il tient son rôle. Il tient son rôle. Qu'est-ce que ça fait aux gendarmes que vous êtes d'entendre que les pouvoirs publics réagissent comme ça? C'est une décision qui a été critiquée aussi par un certain nombre d'observateurs ou d'hommes politiques, le fait que le préfet s'engage ainsi. Pas du tout, je pense qu'il est dans son rôle complet, je veux dire, non, au contraire. Il fait face à une déclaration, une communication sur risque qui est diffamatoire et injurieuse envers les policiers du Val d'Oise. Il parle de gendarmes en fait d'ailleurs, puisque l'histoire implique des gendarmes, mais bon, c'est générique. Oui, mais on dit polygénérique, effectivement. Voilà. Quand on dit les forces de l'ordre, on dit les autorités régaliennes de l'État. Bon, vous l'avez pris pour vous, quoi, voilà.
Oui, bien sûr, c'est gendarmerie nationale, police municipale et tous les groupes affiliés comme le GPSR pour le métro, la SUF pour les SNCF, etc. Comment vous le vivez ? Parce que c'est des accusations qui sont régulières, qu'elles viennent de lui ou qu'elles viennent d'autres. Je pense que c'est pas uniquement ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois ça met de l'huile sur le feu. Je vais me répéter, le contexte est extrêmement difficile sur le terrain. Quand les gens disent mais on vit de l'insécurité, que fait la police, que font les gendarmes, c'est pas le propos en fait. C'est que croyez-moi, les gendarmes et les policiers sont sur le terrain jour et nuit. Ils risquent leur vie pour assurer de la sécurité aux concitoyens. C'est d'ailleurs un droit primordial du citoyen français d'avoir le droit à une sécurité, ce qui ne l'est pas dans les faits, puisque la réponse pénale, elle, n'est pas là. Et la réponse pénale, on l'aurait avec une application stricte de ce qui est prévu au code de procédure pénale et dans le code pénal, mais les peines prévues ne sont pas appliquées. Mathieu Hoc. Oui, alors sur les propos, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sur les propos d'Aurélien Taché, moi j'aimerais faire 3 observations. La première, je trouve que c'est des propos qui sont stupides d'un responsable politique, parce que, et c'est toujours la même chose avec les élus LFI, ils se disent anti-système, mais en fait ils se cachent derrière le système lorsqu'ils ont des problèmes, et ils sont bien contents d'avoir des policiers pour sécuriser leurs déplacements, de la même façon qu'ils se cachent derrière leur immunité parlementaire pour parfois proposer des discours qui sont à la limite de la légalité. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, je trouve, c'est que c'est complètement minoritaire. Il suffit de regarder les enquêtes. Le baromètre Cevipof pour Sciences Po, c'est un baromètre qui est semestriel et qui donne en gros qui dit la position la police tue, qui dit en fait les Français ont confiance en la police. Environ 80% dans le baromètre, c'est assez stable. Des Français ont confiance en la police. Ce qui veut dire qu'un Français sur 5, si je fais la soustraction, n'a pas confiance en la police. Oui, exactement. Mais après, 6 Français sur 10 n'ont pas confiance en la justice. Donc c'est aussi ça le quand on sujet. Se regarde, on se désole, quand on se compare. Exactement. Ensuite, après, et la troisième observation, c'est que c'est même dangereux pour les policiers, parce que ça participe à alimenter une culture de haine anti-flic. Et il faut regarder notamment les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les refus d'obtempérer, qui est véritablement un bras d'honneur qu'on fait aux forces de l'ordre. 27 000 refus d'obtempérer par an, c'est en augmentation de plus 50% depuis 10 ans. Et surtout, sur 20% des cas de refus d'obtempérer, la vie du policier est en jeu. Or, comme il y a un climat anti-flic, comme il y a une non-protection des policiers lorsqu'ils interviennent, dans 1% des refus d'obtempérer, le policier utilise son arme. 1% versus 20%. Ce genre de discours aujourd'hui alimente une véritable haine anti-flic qui, je trouve, est délétère pour le pays. Mais au-delà de ça, j'aimerais faire préciser, avant de donner la parole à nos autres vraies voix, à Christophe, en tout cas lui demander son sentiment. Ces refus d'obtempérer qui prennent des proportions énormes, vous l'expliquez-vous par la peur des forces de l'ordre de certains, ou au contraire par l'absence de peur des forces de l'ordre ? Non, je pense que c'est l'absence de peur des forces de l'ordre, mais surtout l'absence, encore une fois, je vais réutiliser le mot, de la réponse pénale. On sait très bien que de toute manière, les peines seront pas à la hauteur des faits. On va foncer sur des gendarmes, on va foncer sur des policiers, on va les blesser, on va les tuer, mais de toute façon derrière, on sait très bien que les peines seront minorées. Samuel Botton. Alors, en partie seulement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Mathieu, et j'aimerais apporter un contrepoint, pour débattre tranquillement d'ailleurs. Oui, tout à fait. Comment dire ? D'abord, il y a effectivement les propos d'Aurélien Taché, et je pense qu'un député se doit d'être un peu plus à hauteur de vue sur ce type de problématique. Il n'y a pas de souci. Sur la question des LFI, ils sont partis en vacances du 15 juin au 15 août, ils sont de retour, donc ils se mettent en marche pour leur manifestation. Chacun fait sa déclaration polémique sur les piliers idéologiques de LFI pour sa conquête du pouvoir, donc on en est là, très bien. Après, sur la question et sur la citation « la police tue », que ce soit Aurélien Taché ou un autre qui le dise, on ne le dit pas de cette manière, certes, mais est-ce qu'il a tort ? Non. C'est-à-dire la police a tué. La police a tué en France. Je pense à Naël, je pense à Adama et Traoré, je pense à Ziad Ebouna, je pense à plein de jeunes, plein de personnes qui sont mortes. Attendez, vous allez répondre. Vous allez échanger tous. Qui sont mortes à cause de la police. Vous avez parlé d'un climat anti-flic. Le climat anti-flic, certes, d'une certaine partie de la population, mais qui est également alimenté par les forces de police elles-mêmes, par nombre de bavures qu'il y a pu avoir, et aussi par ce lien qui, je considère d'une certaine manière, et c'est très dommage, et c'est pas comme ça que ça aurait dû se finir, est brisé entre police et forces de l'ordre. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est, il faut un peu des chiffres, où se positionne la France en termes de violence policière ? Aujourd'hui, à échelle européenne, on est le pire pays avec l'Irlande. Donc à un moment, je veux bien
qu'on parle de citoyens, de population, de responsabilisation, de civisme. Mais forces de police et syndicats policiers en premier lieu doivent aussi à un moment se regarder dans un miroir, revoir leurs méthodes et à un moment travailler aussi à la réconciliation entre ces deux parties. Donc dire la police tue aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas un mensonge. Après, sur la manière de le dire, sur la personne qui le dit et sur comment on porte ce débat, ça méritait beaucoup mieux. Alors une précision avant de donner la parole à Philippe qui va vous répondre parce qu'en plus il n'est pas du tout d'accord, et de la redonner à Christophe aussi. Quand vous dites la police est responsable de la mort de telle ou telle personne, il y a un certain nombre de jeunes qui sont morts que vous avez cités, sur la mort desquels il y a encore une action judiciaire, ce qui signifie que pour le coup les policiers qui sont visés, quand c'est le cas, sont toujours présumés innocents. Ça, c'est important de le préciser. Philippe Brouillec. Pour Ziad et Bounia, je ne pense pas que c'est les policiers qui les ont mis dans un transformateur. Non, mais je veux faire l'avocat de ceux qu'on considère aujourd'hui comme des démons. Et le billet d'hier que j'ai présenté, moi, je pense qu'il tombe à point. Je peux le rappeler, hier, vous avez salué ceux que vous appelez nos anges gardiens, c'est-à-dire les gendarmes, les policiers, mais aussi les pompiers et les autres. Tout à fait. Moi, j'ai une pensée pour toutes ces femmes et ces hommes qui se lèvent tous les matins, qui foirent leur vie familiale, qui ne voient pas leurs gosses grandir et qui sortent sur des interventions, qui risquent leur vie, qui ont l'adrénaline qui monte à 400%, et le jour où il y a un problème, ils sont lâchés par tout le monde, par tous les politiques qui aucun prend ses responsabilités. La police, elle tue pas, elle sauve des vies. Les gendarmes ne tuent pas, ils sauvent des vies. Il faut en sorte que vous soyez pauvre, que vous soyez milliardaire, vous êtes égaux lorsqu'il faut venir vous donner la sécurité. Et ces députés de la République sont censés être les garants et les piliers de la République, qui se comportent comme des racailles, qui insultent nos institutions, qui insultent ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour nous, je tiens à le rappeler. Ne sont pas dignes, on devrait leur retirer leur immunité parlementaire et qu'ils soient jugés. Il ne devrait pas exister l'immunité parlementaire, et lorsqu'on déraille et on dévie, on doit être sanctionné comme n'importe quel citoyen. Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez la formation que vous avez, on peut discuter de la formation, j'ai aucun souci. Mais lorsque tous les jours, vous faites cracher dessus, vous faites insulter, vous faites caillasser, que vous avez une situation de stress et d'adrénaline lorsque vous arrivez sur une situation et que vous êtes 5, et que vous avez comme cette nuit où il y a 300 jeunes qui ont attaqué nos anges gardiens, mais pas un seul d'entre vous de cette gauche-là que je maudis, mais réellement je vomis de me dire j'ai pu faire partie de cette famille, j'en ai honte. Attendez, de toute la gauche, parce que il n'y en a aucun de vous qui se lève en disant nos policiers ont été agressés, c'est scandaleux. Personne ne manifeste pour les soutenir. Personne n'est là. Et vous savez ce que vous êtes en train de faire, la gauche? Vous êtes en train de faire en sorte que le Rassemblement national est le seul, aujourd'hui, entre guillemets, dans l'inconscient des gens, le protecteur de la police. Heureusement qu'il y a des gens bienveillants, et y compris au centre, et y compris Valérie Pécresse, via le bouclier de sécurité, où on soutient, nous, financièrement, les actions pour les polices municipales, les caméras de vidéoprotection et les équipements du SDIS. On est attaqué par qui? On est attaqué par LFI, on est attaqué par le Parti communiste pour arrêter de soutenir ces gens-là. Moi, je veux présenter au nom de la République française mes plus grandes excuses, les excuses de la nation pour ces racailles qui se comportent mal, qui vous insultent et qui vous mettent en porte-à-faux, parce que demain, quand il y a un minot va entendre « Ah, la police tue partout », il a qu'une envie, c'est de prendre un pavé et le jeter sur une bagnole de flic. Il y a 2 jours, j'ai failli mourir en voiture. Je passais au feu vert, il y a un chauffard qui était en délit de fuite, qui est passé en trombe, voiture noire, pas éclairée, pas de feu ni rien. Si un véhicule de police ne s'était pas interposé entre lui et moi, je serais plus là. Donc non, la police ne tue pas, elle sauve des vies. La réponse, et les racailles, donc là, bien se tenir, ils n'auront pas de problème avec les forces de l'ordre. Samuel. Non mais Philippe, vous avez beaucoup crié pour nous dire quelque chose qu'on savait déjà. Je parle avec le cœur. Bien sûr. Mais pour nous dire quelque chose qu'on savait déjà, la police, elle est là pour remplir son rôle et effectivement pour protéger les citoyens. Non seulement elle est là pour le faire, qu'elle le fait. C'est ce qu'elle. Et elle le fait très bien. Et la police, je vous renvoie au mandat de François Hollande, certes dans la dureté et dans l'émotion, mais la police a été applaudie à ce moment-là. Oui. Les forces, nos services publics ont été applaudis pendant le Covid. Bon. Il y a encore une forme de ce lien qui est là. Quand vous me dites la gauche, elle n'a rien fait, c'est pas vrai. Je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises sur ce plateau. S'emparer des questions de sécurité, monter au créneau pour soutenir les policiers, c'est ce qui a coûté cher à la gauche et de François Hollande et au mandat de Manuel Valls et derrière à Bernard Cazeneuve. Et c'est pour ça que le Parti socialiste derrière s'est effondré, parce qu'il a pris à bras le corps ces problématiques et que derrière, son électorat lui en a voulu.
et c'est déporté sur un électorat, sur un parti plus LFI. Mais aujourd'hui, de dire toute la gauche se désolidarise de la question de la police, c'est pas vrai. Si vous me parlez de LFI, c'est une frange extrême. Si vous me parlez du PC, c'est encore autre chose. C'est tout un extrême. Désolidarisez-vous de ces gens-là, vous n'avez rien à voir. Mais j'ai pas désolidarisé, moi j'appartiens à personne, je suis indépendant, je suis libre, je suis dans et noble. Désolidarisez-vous de ces gens-là et rentrez dans le rang de la République. Il y a juste à avoir de la hauteur de vue sur des problématiques, sur des questions de civisme et sur ce que doit représenter notre République française dans les yeux et dans l'esprit de nos concitoyens. Alors là, on a dévié sur la politique, ça vient toujours vite. Ils le vivent comment, Christophe, vos collègues ? De cette déclaration ? Non, ce débat. Concrètement, quelles forces politiques sont avec eux? Quelles forces politiques les détestent? Quels sont les Français ou pas? Enfin. Alors, si on veut parler de forces politiques qui détestent la police, la gendarmerie, effectivement, on va tout de suite pointer du doigt LFI. Le Parti communiste, non, je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est un parti de gauche, mais il n'est pas anti-flic du tout. Non, je pense que celui qu'on vise, c'est effectivement LFI. Maintenant, j'ai écouté les propos de votre invité là, qui a dit non, la police tue. Là, il y a des Samuel Brémont, il vous écoute, il est là. Vous êtes là pour échanger. Tant mieux. Mais c'est incroyable ce qu'il raconte, parce que d'abord, il est au courant, il est juge d'instruction dans toutes les affaires dont il a cité. Adama Traoré, il sait ce qui s'est passé, il sait qu'il y a eu abandon des poursuites et qu'il y a un non-lieu dans cette affaire et que les magistrats ne sont pas... Non mais vous savez, je peux vous citer beaucoup de personnes qui ont eu des et qui pourtant sont coupables et ont des preuves, à commencer par un ministre. Laissez-le terminer. Il connaît également ce qui s'est passé à Nanterre pour Noël. Il était sur les lieux. Vous avez des vidéos qui sont très claires sur le sujet. C'est encore il y a un enfant qui a été tué à bout portant. Attendez. C'est encore en instruction. Il sait que ce policier, de toute façon, sera jugé en 2026 et que l'enquête est toujours en cours. C'est de n'importe quoi. Il se base sur quoi? Il regarde la télé. Sur des faits, des vidéos, des preuves, monsieur, tout simplement. Il regarde la télé et on lui donne la soupe. Vous n'avez pas à faire. Et vous venez vous intervenir sur une émission de radio? Attendez, une personne. Je sais de quoi je parle, pas vous. Vous n'êtes pas dans les enquêtes, vous ne pouvez pas vous permettre de dire de telles choses. Vous serez surpris. Oui, écoutez, moi je sais très bien que vous êtes ni juge d'instruction, non, personne ne l'est. A priori, il n'y a pas de magistrat autour de la table. Mathieu. Moi, j'aimerais qu'on entende ce que dit Christophe et qui a raison, et c'est de repartir du terrain. Il y a quelque chose que les forces de l'ordre ont la sensation depuis sur le terrain, et c'est vrai, notamment vous avez cité depuis François Hollande, depuis 2015, les forces de sécurité, police, gendarmes, etc., sont les pompiers de tous les problèmes de la société. Il y a une augmentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, du nombre de violences faites aux personnes dans notre société. Ce sont les policiers qui y vont. Il y a une augmentation des refus d'obtempérer, ce sont les policiers qui sont en première ligne. Il y a le terrorisme, ce sont les policiers qui sont en première ligne. Et les gendarmes, je précise. Et les gendarmes, etc., évidemment. Il y a les Jeux Olympiques, la Ligue des Champions, etc., à sécuriser. Les forces de l'ordre sont en présence. Tout le monde est d'accord là-dessus. En fait, énormément de choses. On fait peser de plus en plus de charges sur les policiers. On les paye pas forcément très bien. Attendez, dans ce cas-là, on va élargir. On fait peser de plus en plus de charges. On donne de plus en plus de travail, en d'autres termes, aux forces de l'ordre. C'est ce que vous dites. Vous avez le sentiment que c'est les missions qui augmentent, mon cher Christophe, ou au contraire, que c'est juste que on respecte la loi de moins en moins et que par conséquent, vous êtes partout? Il y a tout ça, c'est-à-dire que de toute manière, comme on parlait au tout début de la délinquance quotidienne et la délinquance de rue, voire la criminalité, qui est en augmentation, parce que vous avez parlé chiffres, mais nous les chiffres, on les a par nos nombres de procédures et d'interventions. Donc oui, il faut être de plus en plus sur le terrain, on risque de plus en plus notre vie, et la réponse pénale, encore une fois, n'est pas à la hauteur. D'où le sentiment d'impunité par tous les délinquants et les criminels. On n'en a pas parlé d'ailleurs de la réponse pénale, à part Christophe, j'aimerais qu'on... Et c'est un très bon sujet parce que, et c'est ça aussi le sujet, c'est la question du narcotrafic et plus globalement de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. En France, il y a 250 000 personnes qui vivent du trafic de drogue aujourd'hui selon l'OFDT. En France, en miroir, il y a à peu près 200 à 250 000 forces de l'ordre, policiers et gendarmerie compris. Donc pour faire autant de missions avec autant de délinquants, où je reprends l'exemple de Philippe de racailles dans notre pays, ce n'est absolument pas possible, c'est intenable comme situation. Et c'est ça le message que donnent les forces de l'ordre. Le message est le suivant, il y a de plus en plus de gens qui ne respectent pas la loi. On doit faire de plus en plus de choses. On parlait aussi à notre sujet, les policiers doivent maintenant sécuriser des écoles. Ce n'était pas le cas avant. Et donc tous ces sujets-là, il faut des forces de frappe, embaucher. Notamment embaucher. Il faut les équiper et après les former, etc. Il faut les soutenir, respecter et je suis désolé, ils sont entre le marteau et le conduit. Moi, je vais vous parler de ma propre expérience. Moi, j'ai la chance
d'avoir été accueilli par un pays qui s'appelle la France et qui m'a aimé comme son fils immédiatement, sans distinction de couleur de peau, de religion, d'orientation sexuelle ou d'origine. Je viens d'un pays qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie, vous n'avez pas besoin d'un équipage de 30 personnes pour neutraliser 200 personnes. Vous avez besoin d'un flic. Et je les nomme les Judge Raid. Alors, c'est peut-être excessif, mais là-bas, si vous manquez de respect à un flic, vous ne paierez plus jamais d'impôts de toute votre vie. Et pourquoi personne ne l'ouvre ? Pourquoi personne ne dit quoi que ce soit ? Parce qu'il y a l'autorité là-bas, point barre. Je dis pas qu'il faut en arriver à cette extrémité, mais je suis désolé. Quand on a nos anges gardiens, je vous dis 75% de divorces dans la police nationale et chez les gendarmes. 75% des divorces. Ils flinguent leur vie pour nous sauver. La moindre des choses, c'est qu'on leur dise tous les jours merci et qu'on les aime. La moindre des choses, c'est quand un flic vous arrête ou un gendarme, vous la fermez, vous arrêtez votre véhicule, vous obtempérez et ça se passe très bien. Philippe, vous me dites ça, moi c'est le cas quand je me fais arrêter, qu'il m'arrive de brûler ou d'être à vélo avec mes écouteurs. Oui, chef, vous avez raison, chef. Vous voulez que je vous dise, la plupart du temps, je m'en tire comme ça sans rien du tout. Vous voyez comme quoi la bonne intelligence. C'est vraiment des êtres humains qui sont là. C'est des pères de famille qui sont là. Évidemment. Et vous êtes d'accord pour dire merci à Christophe. Aussi, je vais vous le dire, il m'est arrivé à des moments, face à certains profils de policiers qui cherchent sciemment à vous pousser à bout ou qui jouent, pardonnez-moi l'expression, à jouer au con. Ça a pu m'arriver de dérailler et de dire maintenant, va te faire. Retiens, je le fais pas. Un outrage, mais parce qu'il y a des moments aussi, vous pouvez être poussé à bout de dire, effectivement, les policiers sauvent, il faut les respecter, il faut les aimer. Évidemment, évidemment, et je pense aux heures les plus sombres qu'on ait connues. Samuel, j'essaie pas de trouver des circonstances atténuantes, mais quand vous êtes complètement compressé tout le temps, il y a de temps en temps des hommes derrière le képi qui peuvent masser des hommes et des minorités. Et la grande majorité, et je le redis, on vous aime, merci pour ce que vous faites, continuez. Vous serez pas d'accord, mais c'est moi qui vais faire la police parce qu'on arrive au terme de ce débat. Christophe, restez dans les parages quand même. Je vous remercie d'abord d'avoir débattu avec nous, nous avoir raconté votre vécu. Et je vous dis qu'on se retrouve dans un instant parce qu'on va essayer de se détendre et on va aussi, c'est la tradition, dans les vraies voix à la même heure, juste après le débat, tester votre connaissance de l'actualité. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bandry. Ah, les vraies voix qui sont toujours là. On a continué à débattre évidemment quand vous ne nous entendiez plus. Christophe, vous n'êtes pas physiquement avec nous, sinon vous auriez participé à ce débat et on aurait été ravis. Je le rappelle, vous êtes notre auditeur du jour. Mon cher Christophe, vous êtes du Val d'Oise, vous êtes ancien gendarme et également réserviste. On est avec Samuel Botton par ailleurs, Philippe Bouriaki et Mathieu Hoc. Tout de suite, mon cher Christophe, on va tester votre suivi de l'actualité, ça vous va ? Très bien. Allez. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Parce que c'est une tradition, on respecte le rendez-vous. Même si c'est très rapide. Christophe, je vais vous lire plusieurs phrases prononcées par des personnalités publiques, françaises ou étrangères. C'est à vous et à vous seul, au début, d'essayer de deviner qui c'est. C'est pas grave si vous savez pas, ou alors si vous passez. Les vraies voix répondent à votre place, on verra qui a le plus de points à la fin. Ça vous va ? Très bien. Allez, on y va. Qui a pu dire ceci ? Je cite, concernant la plainte déposée par le préfet du Val d'Oise, Retailleau, c'est là la citation, utilise les moyens de l'État pour s'en prendre à des opposants politiques. Allez donc dire à la famille Traoré que la police ne tue pas. Qui a dit ça, Christophe ? Je dirais Aurélien Taché. Non. Paul Vanier ? Manon Aubry ? Manon Aubry. Manon... Samuel Botton, vous avez pour une fois, pour une fois, c'est Samuel Botton le plus légaliste. Il a levé la main. Ça servait à rien. Alors d'accord, ok. Non, très bien, parce que William faut commencer par chef. William se levait la main. Non, il n'y a pas aucun. Sud Radio, la radio du rugby, c'était la mêlée. Bon, Christophe, il y a un point pour Mathieu Hoc, mais on continue. Deuxième phrase, toujours pour vous, mon cher Christophe, concernant l'accord sur le Mercosur. Je cite, je lui ai redit être prêt à un accord entre l'Europe et le Mercosur ambitieux dès lors que ça préserverait les intérêts de notre agriculture française et européenne. Qui a dit ça ? Emmanuel Macron ? Oui, un point. Après son entretien avec le président brésilien Lula. Je continue. Qui a dit, je cite, défendre l'honneur des policiers de France, ce n'est pas faire de la politique, c'est défendre une institution essentielle pour la protection des Français. Qui a dit ça ? Bruno Retailleau ? Bien. On continue, vous êtes en tête. Qui a dit maintenant ? Je cite. Le régime ukrainien et ses représentants montrent avec toute évidence qu'ils ne sont pas intéressés par un règlement juste et durable. J'aurais pu vous lire cette phrase avec un accent. Vladimir Poutine ? Pas loin, mais c'est pas lui. Lavrov ? Oui. Un point pour Philippe Bouriaki, le ministre de la diplomatie russe, en tout cas des affaires étrangères. Ensuite, je vais vous demander, c'est un petit peu compliqué à retrouver, mais quelle est la couleur politique d'après vous de la députée qui a dit ceci concernant la manifestation du 10 septembre, je cite, « Ce n'est pas avec des slogans bloquons tout qu'on va avancer ». C'est quel parti ?
Je passe. Renaissance. C'est Renaissance, effectivement. Enfin, c'est plus Renaissance, ça s'appelle plus comme ça. Continuez, ça s'appelle comment? Ensemble pour la République. Ouais, voilà, c'est ça. C'est officiel. Non, pas encore. Les députés sont des députés. 7 décembre 2024. Voilà, députés Ensemble pour la République. Le groupe de députés. Voilà. Le groupe de députés. Exactement. Bah oui, mais vous êtes quoi, vous? Bon, ben voilà, c'est pareil. Mon cher Christophe, bravo, vous avez gagné. Ah bon? Ben oui, vous avez quand même gagné. Alors, on est comme les inconnus, vous vous rappelez du sketch. Moi, j'ai gagné ça, voilà, vous avez gagné toute notre estime. Okay. C'est déjà ça. Vous partez en week-end 2 jours avec moi, Christophe. Ok, merci beaucoup. Soyez gentil quand vous le mettrez en garde à vue. Christophe, surtout, chose importante, sachez qu'on sera toujours content de vous voir quand on aura besoin de vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a entendu, soyez prudents sur le terrain. Je le rappelle, quand vous retournerez enfiler votre uniforme. À bientôt, Christophe. Merci Christophe. Merci beaucoup, Christophe. Et merci tous nos collègues pour vous. Tous vos collègues. Exactement. Et tous vos camarades. Allez, restez avec nous. Place à la deuxième heure des vraies voix sur Sud Radio. On va se retrouver juste après le journal de 18h. On va parler notamment de l'accord entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? Nos voitures ne seront taxées qu'à 15%. Donald Trump est trop bon. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-19h, Jean-Marie Bandry. Allez, bienvenue à tous dans les vraies voix sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h. On débat de l'actualité avec nos 3 débatteurs du soir. Philippe Bouriaki, je le rappelle, il est là, en pleine forme, remonté comme une pendule. Conseiller municipal de la ville d'Orly, c'est dans l'Île-de-France. Conseiller régional aussi et co-porte-parole du parti L'écologie au centre. Mathieu Hoc est avec nous également. Bonsoir à vous, bonsoir, cher Mathieu. Bonsoir Secrétaire général, s'il vous plaît, du think tank Le Millénaire, plutôt classé à droite. Et nous sommes également avec Samuel Botton. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes communicant. Exactement. Chez Step Conseil. Tout à fait, et accessoirement à mes heures perdues, intervenant chez Sub de Pub en communication, comme corpo. Influence et bien d'autres. Et à vos heures gagnées, vous intervenez sur Sud Radio et vous avez raison, mon cher Samuel Botton. Les débats du soir pour cette deuxième heure. On va revenir sur cet accord qui se précise entre les États-Unis et l'Europe. 15%, c'est le tarif dans tous les sens du terme pour nos voitures, pour notre vin, pour tout ce qu'on exportera en d'autres termes aux États-Unis. Question qu'on va se poser, est-ce vraiment une bonne nouvelle? On parlera voiture, on parlera vin. On va aussi revenir sur la situation en Ukraine, faire un point militaire sur le front puisque le président Zelensky accuse les Russes de masser, comme par hasard, leurs troupes au sud de Zaporijjia et de préparer en d'autres termes une nouvelle offensive malgré toutes les déclarations russes qui disent que le Kremlin cherche la paix. Mais avant ça, on va retrouver Baptiste au 0826 300 300 depuis Boulogne-Billancourt, mon cher Baptiste. Comment ça va? Ça va bien, et vous-même? Écoutez, on va très bien. Vous n'êtes pas très loin des studios de Sud Radio, je dois vous le dire. Vous auriez presque pu venir à pied. Mais on vous est... Le reste de l'année, là je suis en vacances, donc si vous voulez, je suis un peu plus loin. Je suis sur la Côte d'Azur. Donc voilà. Je suis un peu plus loin là. C'est ça. Le voisin du studio de Sud Radio a décidé d'aller dans la zone de Sud Radio, la zone historique. En tout cas, vous êtes où sur la Côte d'Azur, Baptiste? À Cannes-sur-Mer, très précisément. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que vous êtes bien. Mais rentrez pas, Baptiste, on serait content de vous voir, mais rentrez pas, vous êtes trop bien là-bas, écoutez. Écoutez, j'aimerais bien ne pas rentrer. Malheureusement, il va y avoir une question financière qui se pose à un moment donné. C'est bizarre, on n'arrive pas à télétravailler depuis la Côte d'Azur. Je sais pas pourquoi. On y a tous pensé un jour, mais c'est bizarre, ça suffit pas. Bon, mon cher Baptiste, puisque vous parlez d'argent, ça tombe très bien, parce que vous vouliez nous parler du budget de François Bayrou. Et vous avez un coup de gueule à pousser. Oui, j'aurais aimé être dans la gentillesse, dans l'ambiance vacances, etc. Malheureusement, je peux pas m'y résoudre. Voilà. Et c'est drôle parce que c'est le lien avec le débat que vous allez avoir sur les tarifs aux États-Unis. C'est assez drôle parce qu'en fait, aux États-Unis, Trump est tout bouffi et tout heureux de lui-même d'annoncer qu'il a mis en place une politique de tarifs qui fait venir des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Et le pauvre, il n'a pas compris qu'en fait, toutes les entreprises américaines ont augmenté leurs tarifs de 15 à 20% et qu'en fait, l'argent qui rentre, c'est l'argent du peuple américain et plutôt des plus pauvres qui encaissent la répercussion sur les prix. Et pas du tout la Chine. Lui, il fait croire à tout le monde que c'est la Chine qui paye les tarifs. C'est pas du tout le cas. Et en France, c'est un peu la même chose. Quand on doit faire un budget, on commence par mettre à contribution les plus pauvres. Voilà. Et on nommait, et j'imagine que c'est pas fait exprès, j'imagine que c'est vraiment une omission tête en l'air, on omet de mettre à contribution les très très riches et les très très grandes entreprises. Je vous sens ironique. Qui d'argent public. Voilà. Un petit peu.
Un petit peu ironique. Baptiste, j'ai déjà entendu cette intervention, je crois, il y a 3-4 semaines. Et vous étiez d'accord? Vous m'aviez pris à défaut, vous étiez allé dans un chemin, j'étais en train de me dire, mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Et finalement, vous étiez ironique. Je suis sûr que c'est vous. Ouais. Ça peut arriver. Écoutez, le monde est petit. Peut-être que vous étiez dans la même réunion, du même parti, pourquoi pas, ou dans la même cellule, ou la même section. Voilà. Quoi qu'il en soit, Philippe Bouriaki, vous en pensez quoi? J'ai plus de mots, je crois qu'il a raison, c'est toujours les petits qui trinquent le plus. Tu vois, même on augmente un point de la TVA, celui qui est milliardaire, il s'en fout, tu peux l'augmenter de 10 points, ça change rien. Et c'est vrai que quand Trump dit on rentre 2 milliards de dollars par jour, bah ouais, mais c'est les Américains qui les payent les 2 milliards de dollars. Donc il appauvrit encore celles et ceux qui sont les plus fragiles. Je sens venir le cours d'économie, le cours magistral d'économie de monsieur Mathieu Hoc. Non, du tout, mais alors moi je pense que il n'y a pas que les petits qui sont mis à contribution. Effectivement, il a raison, notre auditeur, de dire que sont toujours les mêmes qui payent aujourd'hui l'impôt, c'est toujours les mêmes qui payent le train de vie de l'État. Mais en fait, le véritable problème, c'est en fait la question d'injustice fiscale. Aujourd'hui, on a un État qui prélève 1600 milliards d'euros par an. Pour dépenser plus de 1800 milliards d'euros, enfin 1800 milliards d'euros chaque année. Déficit. Avec un déficit. Mais surtout, on se dit, mais on dépense 1800 milliards d'euros par an. Pour quel résultat? Pour quel service public? Le remboursement de vos médicaments? Exactement. On a des médicaments qui sont déremboursés. On a des gens aujourd'hui qui ont manifesté notamment lors des Gilets jaunes. Je voulais en parler dans le cadre d'un sujet sur la mobilisation du 10 septembre, mais des gens qui se sont dit on n'a plus de service public dans un certain nombre de territoires. On n'a plus le commissariat ferme, la gendarmerie ferme, on a les services publics aujourd'hui dans les hôpitaux, etc., les maternités qui ferment, et pourtant on dépense toujours plus d'argent. Pourquoi on dépense autant d'argent? Pour payer la baignade de la Seine de Anne Hidalgo, 1,6 milliard d'euros? Est-ce que c'est pour cela? Est-ce que c'est pour aussi augmenter la bureaucratie dans le pays? C'est ça aujourd'hui le véritable problème d'injustice fiscale. Et ensuite, après, je comprends quand on dit ce sont les petits qui trinquent et que les gros ne payent pas assez. Mais je pense que les gros payent déjà beaucoup, avec deux chiffres marquants. 77% du produit de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des ménages les plus modestes. Donc les gens qui touchent plus de 4 000 euros chacun par mois, vous êtes dans les 10% les plus riches et donc vous contribuez énormément à l'impôt, c'est vous qui payez tout l'impôt sur le revenu. Et puis le deuxième sujet, on dit les entreprises ne payent pas assez. Les 300 plus grandes entreprises françaises aujourd'hui payent plus de 30% de l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur la société. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le vrai problème. On taxe la réussite pour financer le train de vie dans les taxes quand même que vous êtes de droite, alors vous fustigez la baignade dans la Seine d'Anne Hidalgo et vous dites que ça a coûté trop cher, mais de base c'était quand même une promesse de Jacques Chirac et je crois qu'il était plutôt proche de vous. Qui a été reprise par Emmanuel Macron. Ouais. Alors merci beaucoup Mathieu pour la formidable transition que vous m'offrez. Je suis en partie d'accord avec tout ce que vous venez de dire, sauf que vous oubliez un point. La France, il y a quelques semaines, nos parlementaires ont raté un rendez-vous historique avec la taxe Zuckman qui aurait pu au moins apporter un peu d'équilibre. Et pour répondre à notre auditeur, et je le ferai plus largement tout à l'heure parce qu'en fait ça va être l'objet moi de ma prévision politique coup de cœur, si vous n'avez pas aimé le budget de l'année dernière, vous allez être déçu parce que vous risquez de vous refrapper le même cette année. Voilà. Baptiste, le mot de la fin? Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à votre... à part que vous êtes en vacances venant de droite. Ces chiffres, ils sont vrais, il n'y a pas de souci. Les très riches, selon lui, sont mis à contribution suffisamment. Moi, j'ai envie de lui dire que depuis 3 ans, les milliardaires français ont vu leur fortune augmenter de 2300 milliards d'euros. Et ils contribuent... en valeur absolue à une certaine somme, mais si je prends mon impôt sur le revenu à moi je gagne en gros 42 000 euros par an, brut. Je paye environ 30% d'impôt sur le revenu parce que ma femme gagne à peu près la même chose, etc. Et en valeur absolue, les milliardaires payent entre 17 et 23% d'impôt sur le revenu. Voilà, c'est tout. Après ça, vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Mais il faut devenir milliardaire. Je vais payer 45% d'impôt. Mais en fait, c'est pas dans l'état d'esprit de tout le monde de devenir un psychopathe qui amasse des milliards. En fait. C'est pas un projet de vie pour tout le monde, en fait. Non, ça c'est vrai. Après, si jamais je dois me forcer, peut-être que je ferai un effort pour l'être, si on m'en donne la possibilité. Et ça, c'est encore autre chose, mon cher Baptiste. Mais j'ai bien compris. Vous pourriez citer Jean-Luc. Vous pourriez citer Jean-Luc Mélenchon qui a dit un jour que c'était immoral d'être milliardaire. Vous n'êtes pas le seul à le penser. On n'est que millionnaire. À bientôt, Baptiste. À bientôt. Mais passez nous voir aussi en studio, mais profitez de Cannes-sur-Mer avant, quand même. Avec plaisir.
Voilà. Merci beaucoup Baptiste, vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio, en studio ou au standard au 0826 300 300. Allez, à suivre. Une nouvelle plus inquiétante. Est-ce que la Russie prépare à nouveau une grande offensive au sud de Zaporijjia? C'est ce que dit Volodymyr Zelensky. L'éclairage de notre invité Pierre de Jong dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio. 17h-19h. Jean-Marie Bandry. Avec toutes ces vraies voix, toutes nos vraies voix, toutes vos vraies voix d'ailleurs sur Sud Radio pour débattre de l'actualité. Mathieu Hoc, Samuel Botton et Philippe Bouriaki. Tout de suite, la situation en Ukraine. Les vraies voix Sud Radio. Les dernières nouvelles du front en quelque sorte avec notre invité Pierre de Jong. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien colonel de la marine, vous êtes aussi vice-président de l'Institut Thémis. J'ai dit ancien colonel de la marine, je suis pas sûr que la phrase que je viens de dire et de lire servilement veuille dire quelque chose. Auquel cas, vous me pardonnerez d'avoir dit n'importe quoi, mon cher Pierre de Jong. Quoi qu'il en soit, vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, Pierre de Jong. On va revenir notamment sur une déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui affirme la Russie amasse des troupes au sud de Zaporijjia pour préparer une nouvelle offensive. Est-ce que vous pouvez confirmer ces propos? Alors oui, évidemment, et c'est prévisible, parce qu'en fait, depuis les discussions avant-hier à Washington, où en fait, il n'a pas été établi la nécessité en fait de mettre en place un cessez-le-feu ou même une trêve, ben, les Russes effectivement vont pousser, vont progresser, vont essayer d'obtenir un maximum de terrain pour être en situation de force le jour où accessoirement il rencontrera Zelensky ou lorsque les négociations commenceront. Donc ça c'est logique, c'est toujours comme ça. Dès lors qu'il y a la perspective d'une discussion, d'une négociation, ben, les protagonistes cherche à récupérer le maximum de terrain, le maximum de prise de position pour être en situation de force. En situation de force et donc avancer. Est-ce qu'il y a un risque que le front craque réellement? On a parlé il y a un peu plus d'une semaine d'une percée qui était spectaculaire sur le front ukrainien, une percée des Russes. Pour le coup, il semble bien que finalement cette percée ait été endiguée. Alors, les Ukrainiens pratiquent l'art de la manœuvre indéniablement depuis le début de ce conflit. C'est qu'en fait, ils arrivent à contenir cette pression, cette poussée russe depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Et donc, par la manœuvre principalement et par les appuis. Donc, en fait, il y a une manœuvre qui est plutôt élaborée du point de vue ukrainien. Le problème, si vous voulez, c'est quasiment moléculaire. C'est que la force, la densité, si vous voulez, de la force russe, aujourd'hui, fait que lorsqu'ils décident de mettre un maximum d'appui, un maximum de force combattante sur le front, ben, ils avancent, ils progressent. Les Ukrainiens aujourd'hui n'ont pas les moyens ni techniques, ni en termes de matériel, ni en termes de munitions pour résister à une offensive massive, si vous voulez, à un point donné, à un instant donné. Et qu'est-ce qui manque le plus? Les armes, les munitions ou les hommes? Je dirais tout, mon général. Très concrètement, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens aujourd'hui ont une vraie difficulté puisque leur armée se répartit sur les 1000 km de front et donc ils ont peu de possibilités de manœuvre, alors que les Russes, évidemment, compte tenu de la densité de leur armée, ont beaucoup plus de facilité pour balancer 50 000 hommes au nord ou au sud. Le deuxième point, c'est que les Russes, alors une fois les Ukrainiens sont très bons dans le domaine de, des drones, mais les Russes ont une densité de chars, une densité d'artillerie qui a rien à voir avec les possibilités ukrainienne. Donc, si vous voulez, le rapport de force localement peut être largement favorable aux Russes et les Russes en profitent pour avancer. Autre point, et ça c'est très important, un certain nombre de pays européens sont portés volontaires pour que des soldats de leur propre armée participent à une mission de maintien de la paix, pourquoi pas en Ukraine en cas de cessez-le-feu. La Russie a répondu aujourd'hui vertement, il est inacceptable pour le Kremlin que des soldats européens se trouvent après un cessez-le-feu sur le territoire ukrainien. Ça veut dire que cette solution est impossible, c'est terminé ? Pour l'instant, c'est pas qu'à négocier, puisque d'après ce que j'ai compris depuis avant-hier, théoriquement, il y a une réunion bilatérale qui va se tenir dans les 15 jours, peut-être à Budapest, et suivie d'une réunion trilatérale. Et donc, c'est dans ces réunions qu'on va définir les modalités de l'arrêt des combats, si tant est qu'ils veuillent s'arrêter, ou d'un cessez-le-feu, ou que sais-je. Donc aujourd'hui, on peut pas dire. Ceci étant dit, les Russes ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas de forces européennes sur le sol ukrainien, car les forces européennes sont des forces de l'OTAN. Et donc, les Russes ne veulent pas de forces de l'OTAN en Ukraine, donc voilà, ils sont logique avec ce qu'ils disent depuis 3 ans. On ne peut pas être surpris par cette déclaration. Est-ce que ça veut dire que malgré tout, il y a une chance d'avoir des soldats français en Ukraine, notamment des soldats français, je le dis par chauvinisme, mais moi c'est ce qui nous intéresse le plus, en Ukraine, si jamais il y a un accord de cessez-le-feu, et qu'est-ce qu'on y ferait dans ce cas-là ? C'est pas impensable du tout, d'autant que le président français est plutôt, je dirais, en première ligne sur le sujet, puisque la notion de troupe au sol est une notion très française et qui est dans l'air du temps depuis quasiment un an. Et qu'est-ce qu'on ferait ?
il y a 3 possibilités. Le président l'a très bien dit, terre-mer. Donc sur la terre, on pourrait mettre en place en Ukraine ou à la frontière Roumanie ou dans les pays baltes une ou plusieurs brigades françaises de combat, bien évidemment. La deuxième chose, c'est des moyens aériens qui permettraient éventuellement de renforcer, si vous voulez, l'armée de l'air ukrainienne et de protéger le territoire ukrainien en empêchant les Russes de tirer des missiles sur le territoire ukrainien. Et puis évidemment la marine, puisque la Baltique au nord et la mer Nord au sud sont des zones extrêmement sensibles. Donc la marine française pourrait s'y déployer. Maintenant, que l'armée française soit toute seule dans cette zone, ça paraît strictement impensable. Et bien évidemment, il faudra avoir l'appui d'alliés, au minimum les Britanniques, peut-être les Allemands, mais c'est pas sûr de tout. Aujourd'hui, il y a que les Britanniques et les Français qui sont volontaires, ou en tout cas qui ont fait acte de candidature pour mettre en place des troupes quelque part face à la Russie. Philippe Bouriaki. Merci mon colonel pour toutes ces précisions. Je crois que c'est clair et limpide. La vision, elle est de la France d'être en première ligne, mais d'être une force de paix, pas une force offensive. C'est pas l'objectif. Bon, on a déjà, et je crois que c'est un secret de polichinelle, plusieurs pays qui ont envoyé des militaires pour former, accompagner. C'est pas la même chose. Ils étaient d'ailleurs a priori officiellement pas en Ukraine d'ailleurs. Oui. Voilà. On va dire ça. Mais effectivement, pour garantir la paix et qu'il n'y ait pas un camp comme un autre, je ne veux pas me faire que l'avocat des Ukrainiens, même si tout le monde sait que je suis en soutien total avec l'Ukraine, pour pouvoir garantir cette trêve et cette paix durable, il faut une force d'interposition qui assure la sécurité. Sauf que si les Russes n'en veulent pas dès le départ, ça sera impossible. Ça, ce sera le jeu des négociations. Sauf que ça m'intéresse d'entendre votre avis très politique là-dessus. Mathieu Hoc, c'est un sujet politique explosif en France, et en plus les Russes le savent. Ah ben bien sûr. Sur le point politique, de toute façon, il y a un premier point, c'est que le président de la République s'est engagé en faveur de l'Ukraine et est allé toujours un peu plus loin dans le soutien à l'Ukraine. Et moi, je trouve qu'il a raison de le faire. Seulement, en fait, ensuite, après, il y a un débat sur comment on aide l'Ukraine. La difficulté, c'est qu'on a des gens, notamment, sans vouloir, je regarde Samuel, mais bon, mais sans présager la position du Parti socialiste, mais des gens qui nous expliquent qu'il faut aider l'Ukraine coûte que coûte, comme Monsieur Glucksmann, mais qui ne sont hostiles à toute idée de réarmement militaire, etc. On va pas aider l'Ukraine avec des bouts de cailloux. Ensuite, après, sur la question de comment arriver à la paix, nous, on est en train de travailler dessus, mes collègues travaillent dessus. La question qui est clé aujourd'hui, c'est quelle garantie. Enfin, en fait, c'est que Vladimir Poutine est en train de gagner sa guerre, d'une certaine façon. Il a un rapport de force militaire. Il a 70% des territoires qu'il veut récupérer sur les 4 oblasts. Qu'il veut récupérer maintenant, parce qu'on rappelle que l'objectif à l'origine, c'était de prendre Kiev en 3 jours. Oui, bien sûr. Il a perdu son offensive de mars 22. Mais bon, là aujourd'hui, il est en train il a le rapport de force est à son avantage d'un point de vue militaire. Ensuite, après lui, ce qu'il demande, c'est la démilitarisation de l'Ukraine, mais également le fait qu'il n'y ait pas de force européenne ou américaine en Ukraine. C'est pas possible d'avoir les deux possibles. Ce qu'il demande, c'est d'avoir à sa frontière un pays plus facile à envahir la prochaine fois. Oui, voilà. Ce qui est inadmissible pour les Ukrainiens. Bon, la réalité, c'est que les Ukrainiens, les Européens et même les Américains n'ont pas tant de cartes que ça sur Vladimir Poutine. Mais cette solution-là est une véritable ligne rouge. La clé va résider dans qu'est-ce qu'aujourd'hui Vladimir Poutine est capable d'autoriser comme garantie de sécurité pour l'Ukraine de Zelensky, donc sur ce qu'il reste des 4 oblasts. Et qu'est-ce que l'Europe est capable d'imposer. L'Europe, exactement, est capable d'imposer. Et je pense que la solution se trouvera soit dans des troupes stationnées en Ukraine, soit à la frontière de l'Ukraine, en Pologne ou en Roumanie. J'aimerais qu'on remercie notre invité, le colonel Pierre de Jong, ne serait-ce que pour sa patience. Merci beaucoup, mon colonel. Merci. Je rappelle que vous êtes colonel, ça on l'aura compris, et aussi vice-président de l'Institut Témis. Allez, restez avec nous. Il est 18h28, on continuera à vous donner des nouvelles du front en Ukraine et aussi des nouvelles des négociations en vue d'un cessez-le-feu, voire pourquoi pas de la paix. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver dans un instant à suivre le tour de table, les actualités qui ont retenu l'attention de nos vraies voix. En un mot, Philippe Bouriaki. Le démantèlement des SFR. En un mot, Mathieu Hoc. La mobilisation du 10 septembre. Et en un mot, Samuel Botton. Bayrou l'immortel. Bayrou l'immortel, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Jean-Marie Bandry. 18h31. Les vraies voix qui refont le monde dans tous les sens du terme en ce moment. Pendant que vous ne les entendez pas, mais qui sont ravis de vous retrouver pour débattre de l'actualité. On est avec Mathieu Hoc, avec Philippe Bouriaki et Samuel Botton.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Et j'en profite pour embrasser la vraie voix, l'une des vraies voix les plus célèbres, Philippe Bilger, dont vous aurez reconnu la voix. Il passe de très belles vacances et on a hâte de le retrouver à la rentrée. L'actualité qui a retenu votre attention, enfin plutôt l'homme qui fait l'actualité pour vous, Samuel Botton, c'est celui que vous qualifiez d'immortel. Il ne peut en rester qu'un et pour vous, c'est François Bayrou. Oui, François Bayrou qui initialement se prédestinait à une carrière de président de la République, je pense que ça n'arrivera pas. Mais il a au moins un mérite, c'est d'avoir un formidable concours de circonstances qui joue en sa faveur. Aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser que les oppositions n'ont pas les moyens de le censurer. Alors, le NFP, c'est une chose, et évidemment, ils iront largement au bout. Mais pour ce qui est du Rassemblement national, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies d'un point de vue judiciaire, parce que je pense que Marine Le Pen n'est pas disposée à faire ce cadeau-là, non pas à Bayrou, mais plutôt à Jordan Bardella, pour le laisser en position de leadership. Et alors, on va se poser la question du budget, et c'est le point sur lequel nous alertait notre auditeur précédent. Et se passera, je pense, exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Nous nous retrouverons avec un budget par défaut qui sera passé, on va dire, de force, mais 149.3, et des parlementaires qui vont être mis devant leurs responsabilités. Et au milieu de tout ce micmac, finalement, celui qu'on annonce comme condamné depuis déjà plus d'un an, eh ben, il risque bien de continuer sa route. Et cet homme, c'est qui? C'est François Bayrou. Mathieu, ça n'a pas l'air de vous ravir, ce scénario? Non, mais en fait... Ça permettra au parti que vous aimez bien de rester aux manettes aussi. Hein. Non, après, faut rester aux manettes pour faire quoi? C'est toujours le même sujet. Il faut que proposent aujourd'hui les partis qui sont au pouvoir. Si c'est juste pour de la stabilité pour de la stabilité, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Il faut à un moment donné aussi prendre des décisions. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que les oppositions aujourd'hui ne sont pas prêtes à censurer François Bayrou. Et ensuite, après, la stratégie pour François Bayrou, c'est d'expliquer aux Français d'abord, puis ensuite après à l'opinion publique, qu'il vaut mieux un budget que même mauvais, ceci étant dit, que pas de budget du tout, parce que considérant le coût de la censure qui avait été occasionné par la censure de Michel Barnier l'hiver dernier. Philippe Bouriaki. Non, ce qui est le plus fou, c'est de se dire que François Bayrou va rester Premier ministre grâce à la sanction, en tout cas à la condamnation de Marine Le Pen, parce que s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, elle ne peut pas se représenter. Oui. Donc, c'est fou de se dire ça. Elle ne peut pas se représenter à l'Assemblée nationale. Oui. Mais alors donc il n'y aura pas de dissolution. Oui. Si elle n'a plus de mandat de député, elle n'a plus rien, elle n'existe plus dans l'échiquier politique. Écoutez, elle a un nom, elle existe. La bonne nouvelle. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense, la stabilité du Rassemblement national. C'est-à-dire aujourd'hui, pour un Le Pen, quel qu'il soit, laisser totalement les manettes à un dauphin, donc en l'occurrence Jordan Bardella, j'ai tendance à penser que les relations entre les deux ont déjà été plus au beau fixe, et je suis pas sûr, encore une fois, qu'elle lui fasse ce Alors, je suis l'avocat de personne, mais si je peux me permettre quand même, j'ai l'impression que l'hôpital se moque gentiment de la charité. On a un socialiste, en gros, sympathisant socialiste qui dit ça du Rassemblement. Enfin, il n'y a pas de rivalité interne qu'au Rassemblement national, quand même. Ah il y en a eu beaucoup dans le passé. Comment chez vous? Non, mais chez nous, vous voulez que je vous rappelle, c'est un sport, c'est une culture. Vous voulez qu'on vous rappelle Ségolène Royal et Martine Aubry qui rencontrent les voix jusqu'au bout de la nuit, mal fini. Et la guerre Fillon-Copé chez Mathieu Hoc aussi. Non, mais attendez, arrêtez. Vous voyez, Marine Le Pen, elle a au moins une intelligence, c'est d'éviter ça. C'est ça. Et là, j'ai un ancien écolo qui va nous expliquer qu'il n'y a jamais eu de problème à l'intérieur des partis où il est passé. Vous êtes une mauvaise foi. Il n'y a que moi qui suis de bonne foi dans cette émission. C'est tout ça. Allez, on continue le tour de table avec vous, Philippe Bouriaki. Vous aviez retenu SFR, l'autorisation de la liquidation de la SFR. La liquidation, c'est pas le terme. Oui. Non, mais je m'exprime. En gros, aujourd'hui, SFR peut être complètement démembré et vendu. On a 3 opérateurs qui sont Free, Bouygues et Orange, qui, dans une concurrence à 4, se tirent les prix vers le bas. Dans une concurrence à 3, on peut s'entendre. Vous craignez que les forfaits augmentent s'il n'y a plus que 3 opérateurs. C'est clair. Et le risque, c'est que ce soit un opérateur étranger qui vient acheter SFR et par conséquent, du coup, liquider beaucoup de nos emplois. Donc, moi, j'en appelle aux responsables politiques pour dire, écoutez, faites gaffe. Nationaliser SFR ?
On peut le nationaliser partiellement ou en tout cas temporairement. On a déjà une bonne partie d'Orange. Dès que Mathieu commence à entendre le mot nationalisation, il se met à trembler. Non, mais partiellement, ou en tout cas temporairement. On l'avait fait pour la SNC, les chantiers navals. C'était Bruno Le Maire d'ailleurs qui avait lancé le truc. Donc pourquoi pas. Mais là, il en va de l'économie française, il en va du porte-monnaie des Français et des Françaises, puis il en va d'un opérateur qui est là 40 ans et les emplois de France. Petite question, est-ce que vous savez ce que ça veut dire le sigle SFR? Je me posais la question. Société française de radiophonie. Société française du radiotéléphone. Voilà, créée en 1987, à l'époque pourtant du tout-puissant France Télécom. Voilà, même peut-être des PTT en 87. Comme quoi, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est une entreprise vénérable. Il faut le reconnaître. Vous savez où ils ont mis les PTT? Il faut la sauver. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Il faut la sauver, mais l'État ne la sauvera. Enfin, l'État, en nationalisant, ne sauvera pas l'entreprise. Mais par contre, effectivement, qu'il y ait un mécanisme type décret Montebourg qui puisse aider justement, permettre de sauver cette entreprise-là. En tout cas, l'empêcher d'être acheté par une entreprise étrangère. Exactement. C'est très important. Et parce que pour des questions effectivement de compétitivité de l'entreprise. Et en cas de démantèlement, vous avez peur que l'entreprise soit démantelée ou c'est pas un problème pour vous? Ça le sera parce qu'en fait, c'est un problème ou pas? J'ai pas demandé si ça le serait. Non, mais oui, c'est un problème. C'est un problème de démanteler SFR. Oui, c'est un problème puisque en fait, dans le cadre de concurrence pure et parfaite, et notamment sur le cas des réseaux, de ce marché-là qui est un marché particulier, comme vous l'avez dit, avec l'entente avant que Free arrive dans le secteur. Si SFR est démantelé, vous allez avoir 3 géants, même si Free est organisé différemment d'Orange ou de Bouygues, vous risquez d'avoir 3 géants et donc effectivement un risque d'entente, alors que si vous gardez SFR forte, vous avez 4 opérateurs. En tout cas, plus de concurrence. Et surtout pour les Français qui voient les factures augmenter partout. Si on pouvait au moins avoir celle du téléphone qui reste stable, c'est pas mal. Exactement. Mais maintenant, on en vient à votre tour de table. En tout cas, l'actualité que vous avez retenue, vous, Mathieu Hoc. Oui, c'est sur la mobilisation du 10 septembre qui est prévue du coup par plusieurs collectifs citoyens, Bloquer tout, un mouvement de révolte, notamment révolte fiscale, révolte aussi contre les économies annoncées ou voulues ou recherchées par le gouvernement Bayrou. Exactement. Et on voit que certains qui sont en perte de vitesse d'un point de vue politique, notamment certains partis de gauche, certains responsables politiques, je pense à Sandrine Rousseau, je pense aussi également au Parti communiste français ou à des élus de la France insoumise, soutiennent cette révolte fiscale, alors même qu'ils font partie d'une certaine façon des causes de ce que j'avais explosé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'État aujourd'hui prélève énormément 48% de la richesse nationale et dépense 57% de la richesse nationale, et que si l'on avait un État qui dépensait comme les autres pays européens, et je suis désolé, en Allemagne il n'y a pas moins de services publics qu'en France, si on avait un pays qui dépensait autant, eh bien on pourrait générer 200 milliards d'euros d'économies, des baisses d'impôts, on pourrait supprimer l'impôt sur le revenu. Tout à l'heure on avait un auditeur qui se plaignait de son impôt sur le revenu, on pourrait supprimer l'impôt sur le revenu, on pourrait aussi également réorganiser certains services publics. Et ce que l'on voit quand même, c'est que la gauche risque, comme souvent, ça avait été le cas lors des Gilets jaunes, un peu sous la réforme des retraites également, tuer une mobilisation qui est une mobilisation légitime des Français. Allez, un droit de réponse à la seule vraie vote gauche du soir. Non, pas la gauche, la France insoumise. Il n'y a pas que elle, il y a une bonne partie de la CGT. Évidemment, mais pour rejoindre sur cette manifestation, en fait, c'est ce qu'on se disait il y a 2 jours. La France insoumise vient de rentrer de vacances, elle a besoin de réactiver la machine politique. Elle a eu ses universités de rentrée il y a... Les amphis. Les amphis, hier, j'en ai suivi quelques moments. Il n'y a rien à en retenir, si ce n'est que Marine Tondelier leur sert régulièrement de paillasson, et elle le fera encore, j'imagine, le 10 septembre. Et en fait, ça veut dire ça? C'est-à-dire que moi, sur les écologistes, il tape particulièrement sur Marine Tondelier, qui est la leader des écologistes, et sur le parti. Donc j'ai du mal à imaginer que ces gens-là puissent être alliés et aller défiler ensemble quand vous avez quand même un député LFI qui vous dit mais nous on n'en veut pas, cette écologie-là. Enfin, vous êtes mignons, j'ai vu des réconciliations encore plus spectaculaires à gauche. Bien sûr. En tout cas, sur cette manifestation, oui, mais vous savez comment c'est. Les nuits des longs couteaux, Philippe, il faut toujours trouver un accord avant la date butoir. Et sur cette manifestation en particulier, j'ai tendance à penser que c'est juste un grand raout de rentrée où chacun se greffera comme il le peut. Est-ce que ça aura la portée qu'ont pu avoir d'autres mouvements? Non, absolument pas. Voilà, c'est la rentrée chez LFI. Eh bien, c'est la rentrée à gauche aussi, manifestement, et c'est la rentrée partout. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Il y a quelques secondes, on vous parlait du prix de votre forfait téléphonique. Dans quelques instants, on va vous parler du prix de nos voitures. Ça va augmenter, mais aux États-Unis, vous allez voir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bandry. 18h44 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Mathieu Hoc, avec Philippe Bouriaki et Samuel Botton. Tout de suite, nous parlons de l'accord entre l'Europe et les États-Unis. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 15%. Voilà ce qu'a obtenu Trump. Ce sera à cette hauteur que les produits européens arrivant en sol américain seront taxés. Inversement, des États-Unis vers l'Europe, ce sera toujours 0%. Je pense que c'est super d'avoir signé enfin un deal, au lieu de jouer à des petits jeux. On se retrouve dans une situation où les Européens, en ayant négocié 15%, sont plutôt satisfaits, alors qu'on leur aurait annoncé ça l'année dernière. Ça aurait paru être complètement dramatique. Et je pense que c'est le plus grand accord que l'on ait jamais signé. L'Europe s'est aussi engagée à acheter 640 milliards d'euros d'hydrocarbures américains sur 3 ans, à investir plus de 500 milliards aux États-Unis et à acheter davantage d'armes américaines. Et ça se confirme dans un texte de 3 pages et demie exactement, qui confirme l'instauration de droits de douane plafonnés à 15% sur la plupart des produits européens exportés outre-Atlantique, notamment automobiles, médicaments, semi-conducteurs, du bois et du vin. Voilà. Et ben on va faire notamment un coup de projecteur sur l'automobile parce que la santé de notre industrie nous tient particulièrement à cœur. Évidemment sur Sud Radio, on en parle avec notre invité François Roudier. Bonjour. Bonjour. Bonsoir même. Secrétaire général de l'OICA, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. En gros, vous êtes le syndicat de tous les constructeurs automobiles du monde, on est d'accord ? Voilà, on représente 35 associations professionnelles mondiales, de la Chine jusqu'aux États-Unis et bien sûr en Europe. Et justement, quand vous assistez à ce genre de début de guerre commerciale, vous êtes un peu embêté parce que vous pouvez prendre parti pour personne. Donc on va vous demander votre analyse, justement, tout au-dessus de la mêlée. François Roudier, 15% de droits de douane sur les voitures européennes qui seront exportées aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les constructeurs européens ou pas ? Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, attention, c'est comme disait Coluche, c'est moins mal que si c'était pire, parce que on passe de 2,5 à 15%. Mais on risquait 27,5% sur les voitures et 25% sur les pièces détachées. Donc on arrive à un accord du même type que celui qu'ont eu les Japonais. Les Japonais ont 15%, mais nettement moins bien que les Anglais qui ont 10%. En même temps, qu'est-ce que les Anglais exportent comme voitures aux États-Unis par rapport à nous ? Voilà, plus grand-chose, quelques Bentley. Et là-dessus, le consommateur se moque un petit peu du prix. Oui, c'est ça. Ce qui signifie que pour les Américains, les voitures européennes coûteront 15% plus cher une fois que l'accord entrera en vigueur. Est-ce que ça veut dire que les ventes vont baisser ? Alors, c'est un peu compliqué parce que en écoutant un peu ce qui se dit à Détroit, effectivement, on va avoir sûrement un effet un peu rapide d'augmentation de voitures exportées pour les consommateurs américains. Ouais. Sachant que les voitures européennes qui vont aux États-Unis sont des voitures plutôt haut de gamme, donc des clients qui peuvent se permettre une petite inflation sur leur véhicule. Mais progressivement, et je pense que c'est surtout là le gros problème de l'Union européenne, c'est que toutes ces voitures vont être fabriquées aux États-Unis. On sait déjà par exemple que BMW a une usine énorme en Caroline du Sud qui produit quasiment toute la classe X de BMW. Je pense qu'à terme ils vont tout produire là-bas en classe X et donc vous aurez des voitures sûrement un peu moins chères pour les Américains par rapport aux Européens. Donc ça c'est pas vraiment une bonne chose puisque l'accord insiste pour que les Européens viennent investir aux États-Unis. C'est pareil pour les Japonais. Les Japonais ont gagné comme ça. Ça c'est encore pas réglé pour les Coréens qui sont vraiment très attaqués. Et puis sur les Chinois, c'est autre chose. Ouais. C'est beaucoup plus géopolitique. Ils sont à 125% de douane, mais il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de production chinoise là-bas. Question importante. Est-ce qu'il y a des voitures françaises, si oui lesquelles, et dans quelle proportion, qui sont exportées vers les États-Unis ? Non, très peu. On peut avoir quelques voitures dans les ambassades, mais c'est vraiment très rare. C'est pas vraiment un problème pour les constructeurs français. Renault et le groupe Renault Dacia, si vous voulez, n'exportent pas trop là-bas. Stellantis, qu'on connaît, l'ancien PSA qui s'est marié à Fiat Chrysler, de toute façon, c'est un des 3 gros de Détroit. Donc eux, ils vivent en américain. Oui. Alors,
c'était plus un énorme problème pour nos équipementiers. Les grands équipementiers français, Valeo, OP Mobility, Forvia, c'était très dur pour eux parce qu'effectivement, ils risquaient terriblement ces augmentations parce que ce sont de très gros fournisseurs de l'industrie auto-allemande. Donc là, maintenant, ça pour eux, c'est quand même quelque chose de positif. C'est un soulagement. Voilà, mais eux aussi vont investir dans de nouvelles usines aux États-Unis. Samuel Botton. Sur ce point en particulier, alors déjà plus largement sur la question des annonces qui ont été faites aujourd'hui, qui sont une confirmation, ça me confirme que Trump était un mauvais joueur de poker, mais qui est tombé sur encore plus mauvais que lui. En vous écoutant, je me suis dit en fait, on en est presque à se féliciter d'avoir limité la casse, alors qu'en mettant un peu plus la pression, je pense, en tant qu'Union européenne, nous aurions pu faire durer ces discussions et peut-être en sortir un peu plus vainqueurs. J'ai souvenir de ce tweet de Donald Trump qui, il y a quelques mois, disait nous allons passer les taxes à 30%. Si j'avais été Emmanuel Macron, j'aurais répondu à son tweet en lui disant et pourquoi pas 200%. Tout ça pourquoi ? Pour vous dire qu'en fait, on a été sur une discussion qui n'était que du bluff et qui aujourd'hui nous met, nous, Européens, dans une situation très difficile. Dans ma lecture de ce qui a été annoncé aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous sommes les grands taxés et que nous avons déroulé un tapis rouge aux États-Unis pour venir conquérir le marché européen. François Roudier. Et après, plus spécifiquement, pour vous lancer une dernière question sur le marché auto, est-ce que vous pensez que tout ce qui vient d'être annoncé sur ce volet peut avoir un impact à échelle européenne, notamment sur le remplacement des flottes de véhicules thermiques d'ici 2035 ? Écoutez, votre dernier point est une vraie question, et d'ailleurs c'est ce que disent mes adhérents, dont l'association allemande. Elle dit que maintenant il faut que Bruxelles comprenne quels sont ses devoirs en matière d'attractivité et de compétitivité. C'est-à-dire attention à pas casser la machine, et il faut attirer aussi des investissements en Europe. Là maintenant, l'Europe qui n'a pas vraiment eu de politique industrielle brillante, je sais que personne nous écoute, mais je dis ça de façon confidentielle. Enfin, tout le monde partage. Il va falloir maintenant sérieusement se frotter les mains et attaquer le problème, parce que l'industrie automobile européenne, elle est écrasée entre les États-Unis, où tout va très vite, où leur primauté, leur savoir-faire dans tout ce qui est IT, informatique est énorme, et les Chinois qui ont 15 ans d'avance dans tout ce qui est électrique. Donc au milieu, il faut qu'on trouve quelque chose pour attirer des investissements et ressortir cette industrie automobile en Europe. Ce qui signifie qu'aujourd'hui... Attention, parce que je ne parle pas des industriels européens. Vous savez, les industriels, ils votent avec leurs pieds. Si on n'arrive pas à faire en Europe, on ira faire ailleurs. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que Donald Trump les encourage à faire, malheureusement. Et dire que c'est en Europe que l'automobile est née, en quelque sorte, en tout cas que l'industrie automobile est née, c'est quand même assez triste. Merci beaucoup pour cet éclairage, François Roudier, secrétaire général de l'OICA, le patron de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles mondiaux, en d'autres termes, qui était l'invité de Sud Radio et qu'on accueille toujours avec plaisir. À bientôt, François. Merci à nos trois vraies voix, Philippe Bouriaki, merci à Mathieu Hoc et Samuel Botton. Les amis, je vais vous laisser entre les mains de Jean-François Aquili, ça tombe très bien puisque je vous rappelle que vous le retrouverez dès demain en plus à partir de 7h pour le Grand Matin Sud Radio. Mais avant ça, on retrouve les commerçants. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce.